Bonjour à tous, bienvenue, salutations, bienvenue dans ce nouveau format que j'ai honteusement pompé à Corbac de la chaîne Sword and Baguette. J'ai aussi pompé sa manière de travailler puisque je viens de faire 1h20 d'enregistrement sans activer le micro, donc j'ai un peu le seum. Allez, on va pouvoir commencer. Ceci dit, cette fois, ça devrait speeder un peu mieux, je connais mieux mes slides. Cette vidéo, c'est la première d'une série de 3 qui va parler de comment choisir sa flotte à Battlefield Gothic. Je vous invite évidemment, si vous voulez connaître un peu plus le jeu, à voir ou revoir la vidéo de présentation du jeu, donc je vous mets la fiche en annotation. C'est aussi une série de vidéos qui a pour but de soutenir les gens qui vont venir participer à l'événement Abordage et Canonnade. Encore une fois, j'ai fait une vidéo d'annonce dessus, il y a toutes les infos disponibles sur le Discord, mais en bref, c'est un événement qui est prévu le 2 et 3 mai 2026 dans la Loire, où on va faire jouer et interagir des joueurs de Battlefield Gothic et de Boarding Action, le mode de jeu à 40K qui se passe dans les vaisseaux, dans un cadre narratif pas piqué des hannetons. Pour en revenir à cette vidéo, première chose, je vous invite déjà à lire les règles, parce qu'ici on va pas aborder les règles du jeu, vraiment c'est un truc que je considère que vous avez au moins jeté un œil, ou que vous êtes prêt à suivre la vidéo en ne comprenant pas tout ce qui va se passer. Battlefield Gothic a été conçu pour respecter le lore des factions, ce qui fait que chaque flotte a un gameplay qui lui est propre, qui est différent des autres, et surtout qui respecte ce qu'il est censé faire dans l'histoire. Ce qui fait que ça peut être déstabilisant si vous venez directement de Warhammer 40 000 et que vous espérez retrouver exactement le même gameplay. Petite série de rappels. Premièrement, Battlefield Gothic n'est pas un jeu de liste. C'est un jeu dont toute la conception de votre partie va reposer sur le scénario qui va être tiré ou choisi par les joueurs. Et ce qui va démarquer les joueurs, ça va être leur capacité à anticiper leurs actions, sur plusieurs tours éventuellement. Et ce qui va leur permettre de remporter la victoire, c'est leur capacité à saisir des opportunités qui vont naître du chaos du jeu. Des opportunités aléatoires, imprévisibles, qui vont redistribuer les cartes. Ça peut être un vaisseau qui est détruit alors qu'il devrait pas, et puis qui explose très fort au mauvais endroit au mauvais moment. Ça peut être une vague de radiation solaire qui vient foutre le bazar et vous réussissez à en tirer profit. Ça peut être un ordre en avant-toute qui fait aller un vaisseau beaucoup trop loin et qui rompt une formation, etc., etc. Des fois, ça se joue au centimètre près ou à l'angle de degré près, et c'est vachement intéressant de pouvoir s'en saisir, rebondir et retourner la partie là-dessus. Autre chose, de mon expérience, j'ai remarqué que quand on respectait le lore de la flotte et qu'on la jouait comme le lore voudrait qu'on la joue, ça se passe souvent mieux. Et enfin, tout ce qui constitue cette vidéo et les suivantes n'est bien évidemment que mon avis, ce qui fait que c'est pas à prendre pour la vérité, la seule et l'unique. Première flotte qu'on va voir aujourd'hui, la flotte impériale, que j'ai sous-titré la valeur étalon, puisque ça va être une flotte sur laquelle on va régulièrement revenir en termes de comparaison, tout au long de ces vidéos. C'est une flotte que j'ai beaucoup jouée, que j'ai souvent affrontée, et ça tient au fait qu'elle était présente dans la boîte de départ du jeu, qu'elle représente en elle-même beaucoup de factions de 40K ici sous une seule bannière, et que c'est quand même une flotte vachement stylée, donc les gens aiment beaucoup la faire. C'est une flotte qui est moyenne en tout, mais attention, elle est pas bonne en rien. Alors oui, moyenne, puisque on a une vitesse qui est moyenne, on a une capacité de virage qui est moyen, on a une capacité de tanking qui est moyenne, voilà, on a un commandement qui est moyen également. On a une portée de tir et une puissance de feu individuelle sur les vaisseaux qui est plutôt faible, comparé à beaucoup d'autres flottes. Mais par contre, on n'a pas de faiblesse critique. C'est-à-dire, on n'a pas une faille béante dans notre système, dans nos profils, dans notre manière de jouer, qui est facilement exploitable pour l'adversaire pour nous mettre une branlée. C'est une flotte qui a beaucoup de profils et qui a beaucoup de sous-factions, puisqu'elle cumule la flotte du secteur Gothic, la flotte du secteur Armageddon, la flotte de Cadia et la flotte Baka, avec chacune des petites spécificités, avec des accès à des vaisseaux exclusifs et d'autres vaisseaux auxquels du coup elle n'a pas accès, avec des toutes petites règles spéciales, des petites variantes, etc. Ce qui fait que c'est une flotte qui permet des listes variées, et donc de s'adapter à toutes les situations, et donc d'affronter n'importe quel adversaire pour peu que vous soyez un minimum préparé. C'est une flotte qui a également accès au canon Nova, qui est une arme exceptionnelle, mais qui est une arme en termes de probabilité de réussite de faire des trucs de fou. C'est plus à considérer comme une arme psychologique. C'est une des 2 seules flottes qui y a accès dans le jeu,
Et vous avez également accès à l'éperon énergétique, qui va vous permettre de mettre un petit point de dégâts bonus quand vous faites des actions d'éperonnage, qui, on va voir, n'est pas une action si rare que ça quand on joue la flotte impériale. Et autre point de détail du lore, hein, c'est une flotte qui est sous le contrôle du Ministorum, ce qui fait que tous les Adeptas Sororita Fanzuz, sachez que la flotte impériale est plus proche de vos sœurs de bataille qu'elle ne l'est de la garde impériale. Comme ça, le sujet est clos. Vous pouvez les peindre en blanc si vous voulez. Alors, ce qui va caractériser cette flotte, déjà on a des amiraux et des relances de commandement qui sont abordables. Alors les amiraux vont souvent vous fixer une valeur de commandement, enfin en échange d'un coup en point qui monte avec cette valeur de commandement, et surtout vous avez accès à beaucoup de relances, qui coûtent pas cher. Et ça c'est super bien parce que ça va fiabiliser vos manœuvres cruciales, c'est-à-dire ça va fiabiliser vos ordres quand vous aurez besoin de passer des ordres importants, ça va fiabiliser les manœuvres dans les phénomènes célestes, ça va fiabiliser les retraites, ça va fiabiliser les cibles prioritaires, etc. etc. Vos châssis de croiseurs sont tous équipés de série d'une proue blindée et de torpilles. La proue blindée, c'est super bien, parce que du coup, votre adversaire va devoir faire des 6 pour vous rentrer dans le lard quand vous approchez, et ça va aussi permettre de faire des éperonnages, une manœuvre relativement courante, on va dire, avec en plus l'éperon énergétique. Ça peut toujours faire des surprises. Et enfin, à noter, vous avez très peu d'appareils de débarquement, puisque c'est une option qui est exclusive au cuirassé de classe Imperor. Alors c'est un très chouette vaisseau que vous allez très probablement faire, au moins pour votre collection, peut-être jouer régulièrement. Mais voilà, il n'y a que lui qui y a accès, et ça coûte des points en plus. Vos armes à tir direct, donc les lances et les batteries, bah vous en avez pas beaucoup, faut admettre, ça va probablement être la première flotte que vous allez lire en termes de profil, puis ensuite vous allez lire la flotte du chaos. Vous allez vous dire, mais pourquoi il en a 2 fois plus? Pourquoi il en a 3 fois plus, des fois? En fait, votre force, c'est que vous allez en avoir autant répartis sur bâbord et sur tribord. Ce qui fait que, si vous avez une cible que sur d'un seul côté, effectivement, votre puissance de feu est pas terrible. Par contre, si vous arrivez à avoir une cible et à gauche et à droite, théoriquement, vous faites plus de dégâts que la plupart des flottes. A noter que vos vaisseaux lourds, j'entends par là croiseurs de bataille, grands croiseurs, cuirassés, etc., sont presque systématiquement équipés d'armes dorsales. Donc c'est des armes qui tirent à l'avant ou à gauche ou à droite, donc ça s'adapte très bien. C'est des armes à longue portée, souvent on va tirer à 60 cm. Donc c'est très bien soit pour faire du tir de soutien lors d'un engagement, puisque c'est pas suffisant non plus pour justifier un engagement à lui tout seul, ou faire du tir opportuniste, notamment pour aller chercher un escadron d'escorteurs mal en point, histoire de sécuriser les points de victoire, pour s'en prendre à une cible qui essaierait de vous contourner, etc., etc. Donc on l'a vu, c'est une flotte qui doit approcher pour se mettre à portée de tir. Vous avez une faible portée, mais vous avez une proue blindée et des torpilles. Donc les torpilles, vous allez en mettre une bonne rasade dans les dents de l'adversaire en approchant. C'est une flotte qui doit rester groupée. Vous avez une faible puissance de feu par arc et par vaisseau, on l'a vu. Ce qui fait que si jamais vous avez un vaisseau qui se retrouve isolé, il est mort, il peut pas se débrouiller tout seul. Donc il va falloir jouer groupé. Et enfin, vous devez essayer d'obtenir des cibles et à bâbord et à tribord en même temps pour maximiser vos dégâts. De là, on a une manière de jouer qui quand même semble assez évidente. C'est un déploiement et ensuite un déplacement au cours de la partie, une navigation, que j'ai appelé en bande poisson. Ça va vous permettre d'avoir une couverture mutuelle entre vos vaisseaux. Ça va vous permettre de cumuler la puissance de feu, et surtout ça va vous permettre quand même d'avancer droit dans la gueule de l'adversaire. Par bande poisson, j'entends, vos vaisseaux vont être groupés, vos vaisseaux vont aller dans la même direction, et il va y avoir un placement à faire au sein de ce bande poisson. Il va falloir mettre votre vaisseau le plus important au centre, tout simplement. C'est-à-dire que ce vaisseau le plus important, si vous jouez contre de l'Eldar, ça va être un vaisseau qui est équipé de batteries à longue portée. Si vous jouez contre du Space Marine, ça va être un vaisseau qui va être équipé de beaucoup de lances, si possible à longue portée également. Si vous jouez contre un tau, par exemple, ou une flotte qui, de manière générale, lance beaucoup d'autonomes, c'est plutôt vos porte-avions que vous allez mettre au centre. Si vous jouez contre aucun ennemi qui a une attaque particulière sur laquelle vous allez pouvoir adapter votre défense, moi je mettrais vos vaisseaux lourds au centre par défaut, puisqu'ils souffrent pas de la distance supplémentaire, ils ont une meilleure portée, et ils ont un armement dorsal qui tire à 270 degrés, ce qui fait que peu importe les manœuvres de couverture qui peuvent être effectuées, eux ils sont bien, ils bougeront pas trop. Le banc de poisson. Alors attention, vous allez quand même avoir une micro-gestion défensive à faire. C'est-à-dire il va falloir gérer la mise au contact de vos socles pour les tourelles bonus. Il va falloir gérer les combats air patrol, donc c'est les chasseurs que vous allez mettre, que vous allez assigner à un vaisseau pour le protéger des tourelles, des bombardiers, etc.
Il va falloir également placer vos vaisseaux en fonction des cibles prioritaires que vous voulez accorder à votre adversaire. On rappelle que d'une part, il y a les escadrons, donc l'escadron c'est toujours le vaisseau le plus proche qui prend les tirs, quoi qu'il arrive, il n'y a aucun moyen de tirer sur celui qui est derrière. Et d'autre part, ça va être les cibles prioritaires entre vaisseaux indépendants, qui va faire que votre adversaire va devoir réussir un test de commandement s'il veut prendre pour cible autre chose que le vaisseau le plus proche dans l'arc de tir donné. Autrement dit, il va falloir faire en sorte d'exposer vos vaisseaux les moins utiles contre la flotte que vous allez affronter, de manière à protéger les autres. Dans l'ensemble, il y a assez peu de décisions à prendre, et c'est uniquement en réaction de ce que va faire l'adversaire. Il y a peu de macro-gestion dans la flotte, puisque vos options sont de toute façon limitées par votre vitesse et votre puissance de feu individuelle. Je trouve personnellement que c'est un très bon choix pour débuter. C'est une flotte qui exploite toutes les règles du jeu, sans les réécrire et sans rajouter des surcouches de règles. C'est une prise en main qui est facile, puisque les manières de jouer sont quand même assez restreintes, je vous l'accorde, mais ça permet au moins de s'adapter beaucoup plus facilement aux mécaniques du jeu. Donc on parle d'un jeu avec une inertie, avec des manœuvres techniques, etc., qui changent d'un jeu de wargame au sol, entre guillemets. Donc ça vous fait ça de moins à gérer lors de votre apprentissage du jeu. Et enfin, c'est une flotte qui a un gameplay équilibré, puisqu'elle peut faire à peu près tout, de manière moyenne. Il n'y a ni avantage incontournable que vous allez devoir exploiter, ni faiblesse béante que votre adversaire va pouvoir utiliser contre vous. La flotte Space Marine, une flotte à titre perso que j'ai un peu joué, que j'ai un peu affronté, mais c'est pas l'adversaire le plus courant qu'on croise. C'est une flotte qui fait beaucoup de choses très bien. Vous avez un armement de qualité, vous avez des avions de qualité, vous avez des équipages de qualité, vous êtes la crème de la crème, et vous êtes à bord de vaisseaux qui sont rapides, agiles et blindés. Cependant, c'est une flotte qui a une énorme faiblesse, qui est un peu cachée, que la plupart des joueurs de Space Marine ne comprennent pas facilement, et que leurs adversaires se gardent bien de leur dire. Mais on va la développer. Autre chose qu'on va développer, puisque c'est une flotte qui n'a que peu de profils disponibles, c'est les profils. On va avoir l'occasion justement de faire un peu le tour du propriétaire. À noter que c'est une flotte qui n'a de manière générale pas accès aux alliés, sauf dans la liste Dominion, mais c'est du détail. La barge de bataille, vaisseau absolument terrifiant, c'est une grosse brique, 12 points de structure, 6 plus de blindage dans tous les sens, ça tire fort, ça fait des gros abordages, c'est très très bien. Mention spéciale pour le Sedicio Primere, qui est une variante nommée, voilà, qui est un vaisseau spécifique, qui lui est spécialisé vraiment dans les canons de bombardement, il en a de tous les côtés, c'est un vrai plaisir à jouer, c'est un profil assez terrifiant, on va pas se mentir. Mais dans les deux cas, les barges de bataille, c'est des piñatas à points de victoire. C'est-à-dire que c'est des vaisseaux qui vont quasiment faire 500 points, qui sont très solides, donc vous allez peut-être négliger la manière dont vous allez jouer, et votre adversaire va essayer de mettre la main dessus, puisque s'il peut les handicaper ou les détruire, vous avez perdu une grosse part de votre force, et puis surtout, il sécurise beaucoup de points de victoire. Vous avez aussi accès aux barges vénérables, donc il s'agit des vaisseaux hérités de la Grande Croisade, de l'hérésie d'Horus, etc., donc ça va vous permettre en fait d'aller chercher un vaisseau de la flotte impériale ou du chaos, et de lui foutre un équipage de Space Marine à bord. Ça va vous permettre en fait de faire des adaptations sur votre liste de flotte, que ce soit pour accentuer une stratégie ou compenser une faiblesse par exemple. Un vaisseau qui fait assez bien les deux, c'est le Desolator, cuirassé du chaos, plutôt rapide, qui amène un gros lot de torpilles, et surtout qui amène des lances qui tirent à 60 cm, donc il s'intègre extrêmement bien dans la flotte. Enfin, vous avez le fort stellaire de classe Ramillies et la forteresse Monastère, c'est la même figurine, pour deux profils différents. On est sur des figurines de scénario, je vais pas trop développer dessus, mais c'est que dans des conditions exceptionnelles que vous allez pouvoir les jouer. Par contre, quand vous les jouerez, c'est quand même un peu stylé. On a des escorteurs, incroyables, des escorteurs qui sont très rapides, qui ont, attention, un armement standard, mais on se souvient qu'il y a quand même à bord des équipages de Space Marine, donc ça peut faire des surprises. Mention spéciale pour la frégate de classe Nova, qui est l'un des rares escorteurs du jeu à pouvoir faire des tirs de lance latérales. Puisqu'on rappelle, les escorteurs sont particulièrement difficiles à toucher par les batteries, les vaisseaux de flanc sont particulièrement difficiles à toucher par des batteries, donc quand vous combinez les deux, et qu'en même temps vous saucez votre adversaire avec des tirs de lance, c'est glorieux. Et enfin, le croiseur d'attaque Space Marine, c'est vraiment le vaisseau qui est à la base de votre flotte. Voilà, c'est la colonne vertébrale de votre flotte. C'est un vaisseau qui est polyvalent, puisque c'est un vaisseau qui a quelques batteries, histoire de dire. C'est un vaisseau qui a des canons de bombardement, et c'est un vaisseau qui a des baies de lancement avec des Thunderhawk, et c'est un vaisseau qui tank bien. C'est un vaisseau aussi qui peut prendre un bouclier supplémentaire, pour plus 15 points, donc autant vous dire qu'à ce prix-là, c'est pas un vaisseau à 145 points, c'est un vaisseau à 160 points, quoi qu'il arrive, tous les jours.
Et enfin, vous allez toujours les jouer par paire, puisque le profil de base est sympathique sans plus, et vous avez des variantes. Il y a 3 variantes disponibles que vous allez pouvoir prendre, à condition à chaque fois qu'il y ait aussi un autre vaisseau sans variante, un croiseur d'attaque nature. Et parmi ces variantes, il y en a 2 qui sont vraiment pas terribles et qui en valent pas le coup. C'est un qui obtient des torpilles, et l'autre qui obtient des lances, voilà, mais ça coûte extrêmement cher. C'est vraiment un choix parce que ça existe, mais vous allez vraiment pas le jouer, puisque la 3e option, c'est d'avoir encore plus de canons de bombardement. Et on va le voir, c'est une arme qu'on a envie de jouer. L'équipage, voilà l'équipage, je reviens un peu dessus vite fait. Vous avez le meilleur commandement du jeu. Vous êtes des Space Marines, les meilleurs de l'Empereur. Donc votre valeur de commandement va varier entre 8, 9 et 10. Félicitations. À côté de ça, la flotte impériale varie entre 6 et 9, et l'orque entre 5 et 8, par exemple. Donc vous allez mettre une distance à tout le monde, vous êtes fiable dans le passage des ordres, dans les manœuvres, etc. En plus, Space Marine, forcément vous êtes là pour casser des bouches au corps à corps, vous avez un bonus natif de plus 2 à l'abordage, c'est le bonus natif le plus élevé du jeu. Voilà. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir, sous certaines conditions d'autres l'ont aussi, mais c'est extrêmement fort. Vous avez aussi un bonus de plus 1 au frappe éclair, et enfin, vous avez un malus de moins 1 au frappe éclair que votre adversaire vous met. Autrement dit, vos escorteurs, qui en temps normal pourraient se faire pourrir par quelques appareils de débarquement, ne seront pas détruits sur du 4+, mais seulement sur du 5+. Ça donne une certaine forme de résilience qui est très appréciable. Le Thunderhawk, dans sa version classique, donc c'est un hybride chasseur et appareil de débarquement, donc il va pouvoir intercepter des trucs. Avec sa sauvegarde de résilience, il y a un monde où il reste en jeu, donc il peut encore faire des trucs après, il n'est pas détruit ni retourne à la base. Et quand vous faites des frappes éclairs, vu que vous avez un bonus plus 1 natif, puisque c'est envoyé depuis un vaisseau Space Marine, vous faites donc des frappes éclairs automatiques, qui a un résultat compris entre 2 et 7, sachant que le 7 vous permet d'aller déclencher un incendie. C'est quand même vachement chouette de mettre un incendie sur les vaisseaux ennemis. Vous avez une variante du Thunderhawk, qui est le Thunderhawk Annihilator, qui lui remplace cet aspect d'appareil de débarquement pour en faire un bombardier. C'est toujours un chasseur hybride bombardier du coup cette fois, il est toujours résilient. Attention, il est exclusif à la liste de flotte croisade, qui est une des listes accessibles à la flotte Space Marine. Dans les règles un peu génériques des Space Marine, vous avez un bonus pour certains scénarios, vous avez notamment les drop pods pour augmenter votre scoring sur le débarquement planétaire, vous avez également un bonus sur la barge de bataille pour déclencher un Exterminatus dans le scénario Exterminatus. Certains de vos vaisseaux peuvent avoir une garde d'honneur qui va améliorer la frappe éclair par téléportation, et enfin vous pouvez aussi avoir accès aux Terminator, qui eux ajoutent une frappe éclair par téléportation, en plus de la normale, et qui surtout vont lancer 2d6 et cumuler les 2 résultats. Donc ils ont un potentiel dévastateur, vraiment ça peut faire des chocs épiques, sauf que on se rappelle, une frappe éclair par téléportation, ça a une portée de 10 cm, de la tige de votre vaisseau à la tige du vaisseau adverse, et que ça nécessite que votre cible soit bouclier éteint, que vous ne soyez pas sous un certain nombre d'ordres possibles, etc., etc. Le résultat est aléatoire, bref. Quand ça passe, c'est plaisant, mais c'est pas parce que vous le prenez dans la liste que vous allez réussir à l'utiliser au cours de la partie. Le canon de bombardement, voilà, je vous en ai parlé en long, en large et en travers, vous vantez ses qualités sans entrer dans les détails, et écoute, c'est parti. Le canon de bombardement, ça fonctionne comme une batterie, donc ça passe par le tableau de canonnage. Il y a les décalages à gauche quand la cible est proche, les décalages à droite quand la cible est loin, quand il y a des pions impact, quand il y a des nuages de gaz, etc. Si la cible est de front, vous touchez très bien, vous touchez moins bien si elle est de dos, vous touchez vraiment pas bien si elle est de flanc. C'est une batterie. Sauf que c'est une batterie qui passe le blindage sur du 4+, peu importe la valeur de blindage. C'est un peu comme une lance, voilà, mais avec le tableau de canonnage. Ça ouvre à peu près tout, ça gère à peu près toutes les cibles. En bonus, et ça, c'est extrêmement satisfaisant à jouer, c'est que ça provoque des touches critiques sur du 4+. Les touches critiques, normalement, c'est sur du 6 pour chaque blessure qui sont infligées. Là, c'est sur du 4. Donc, le vaisseau en face, non seulement vous allez lui mettre une misère, et en plus de ça, il va être handicapé pendant plusieurs tours, il va avoir des armes détruites, il va prendre feu, il va prendre des dégâts supplémentaires, il va plus pouvoir tourner, etc. C'est un vrai plaisir. Ça fonctionne contre toutes les cibles, c'est très satisfaisant à jouer, c'est ce pourquoi en général on joue des flottes Space Marine. Un armement puissant, efficace, c'est armement central de votre flotte, et on l'a vu tout à l'heure, un croiseur sur 2 pour en obtenir davantage, ce qui fait que vous comprenez pourquoi les options lance et les options torpille, vous n'allez pas y toucher, même avec un bâton. C'est donc une flotte qui a un blindage élevé, mais qui a peu de points de structure. Donc vous êtes
quasiment insensible aux batteries, aux torpilles, aux bombardiers. Franchement, vous encaissez avec le sourire. Par contre, les lances vont vous ouvrir en deux. Ça peut vite être dévastateur. Et comme vous n'avez que peu de points de structure, voilà, vos croiseurs n'ont que 6 points de structure, ils sont très vite désemparés, voire détruits, donc c'est des points pour l'adversaire, c'est des vaisseaux en moins dans votre flotte, c'est de la perte de puissance de feu et d'efficacité. D'autant plus que un croiseur Space Marine seul n'est pas une menace. Individuellement, ils ont quand même une puissance de feu qui est assez limitée, ils font pas grand chose tout seuls, et l'abordage n'est pas si évident, puisque comme vous n'avez que 6 points de structure, quand on cumule la différence avec les points de structure de l'adversaire, et en plus ces tourelles en défense, donc pour déterminer la valeur d'abordage, votre bonus de plus 2 d'abordage fixe peut vite s'estomper pour revenir sur une égalité. Donc les abordages vont souvent nécessiter, à défaut d'aller chercher un vaisseau qui est déjà en souffrance, de faire un abordage multiple, de prendre plusieurs de vos vaisseaux et d'aller sur le même, pour lui casser la bouche. La seule véritable contrainte du Space Marine, c'est donc des vaisseaux individuellement peu efficaces. Alors vous me direz oui, mais la flotte impériale aussi, les vaisseaux individuellement sont pas terribles. Oui, sauf que la flotte impériale est lente et peu agile. Donc vous n'allez pas être tenté de les envoyer faire des dingueries tout seul. Là, vous êtes sur des vaisseaux rapides et des vaisseaux agiles, donc naturellement, bon, vous allez vous diviser, vous allez les envoyer un par un, faire des trucs, prendre en chasse des machins, et vous allez vous rendre compte que votre puissance de feu n'est pas à la hauteur de ce que vous imaginiez, et votre vaisseau va se retrouver isolé, et comme on l'a vu, dès qu'il y a 3 points de structure perdus, votre vaisseau sert plus à grand chose. Pour y remédier, moi je vous propose plutôt de les déployer et de les jouer en groupe de combat. Alors selon la taille de la partie, vous allez pouvoir les diviser en 2, 3, 4 groupes autonomes, et ils vont devoir jouer avec le décor pour se protéger, puisqu'ils sont pas immortels, et aussi pour chercher un angle d'attaque optimal pour pouvoir prendre en étau l'adversaire et lui mettre la misère. Enfin, si votre adversaire lui joue sa flotte de manière groupée, d'un bloc, contre lequel vous pouvez pas forcément exploiter votre vitesse et votre agilité, vous pouvez tout à fait vous regrouper pour l'affrontement, et puis ensuite vous diviser à nouveau pour prendre en chasse des survivants, etc. etc. Le Space Marine, en conclusion, on est sur un gameplay qui est très permissif. Voilà, vous êtes rapide, vous êtes agile, vous êtes résistant, vous pouvez engager toutes les cibles. À ce niveau-là, franchement, c'est un bon choix pour débuter. Ça pardonne les erreurs de placement. L'apprentissage des profils est rapide, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est globalement satisfaisant à jouer. Voilà, quand vous avoinez un truc qui prend cher et qu'en plus vous lui mettez plein de critiques, c'est plaisant, c'est kiffant, on est là pour ça. Cependant, c'est une flotte qui peut s'avérer difficile à affronter si vous êtes débutant et que votre adversaire débute également, à cause de cette permissivité sur les erreurs, que lui n'aura probablement pas. De plus, le renouvellement de la liste est quand même assez limité. Alors il y a des options qui existent, mais vraiment il y a peu de chances que vous les preniez parce que c'est se tirer volontairement une balle dans le pied. Autre élément, il ne faut pas compter que sur le blindage de vos vaisseaux. Vraiment, jouez avec le décor, profitez de votre agilité, contournez l'adversaire, ne les envoyez pas juste droit sur lui et puis croisez les doigts en mode oui, de toute façon j'ai une 6+. Vous êtes quand même soumis au craquage, notamment parce que vous avez peu de points de structure. Et bien évidemment, attention aux tirs de lance. Les tirs de lance vont vous ouvrir en deux, donc pensez bien à focaliser votre puissance de feu et vos tirs sur ces vaisseaux-là qui sont des vraies menaces pour vous. L'Adeptus Mechanicus. L'Adeptus Mechanicus. C'est une flotte que j'ai à peine essayé, par contre que j'ai souvent affronté. Et petit spoiler, c'est très probablement mon prochain projet pour Battlefield Gothic. Pour la présenter très simplement, c'est une flotte impériale, version élite. C'est-à-dire que vous avez une meilleure puissance de feu, vous avez une meilleure portée, vous avez des bonus expérimentaux aléatoires variés, mais en contrepartie, vos vaisseaux sont plus chers, mais ils sont pas plus résistants. Vous avez accès à un nombre respectable de vaisseaux différents, mais c'est essentiellement des vaisseaux tirés d'autres flottes, flotte impériale, flotte Space Marine, sur lesquels vous ajoutez pas mal de modifications et de variantes. On peut aussi noter que c'est la seule flotte, aux côtés de la flotte impériale, qui a accès au canon Nova, et d'ailleurs elle a aussi accès à l'éperon énergétique, j'ai oublié de le mettre, mais comme ça, vous le saurez. Première règle de Adeptus Mechanicus, la quête de la connaissance. Il s'agit en fait d'objectifs secondaires aléatoires, voilà, qui sont indispensables en campagne, qui peuvent apporter des bonus ou des malus à vos vaisseaux, et qui vont vous donner des objectifs secondaires à remplir. Alors, tel que c'est écrit, il faut le tirer, même en partie occasionnelle, même s'il n'y a rien à gagner. Ça va dépendre de si vous jouez ou non avec des objectifs secondaires ou pas. Mon avis sur le sujet, c'est si votre adversaire vous autorise à l'ignorer et que vous estimez que c'est trop compliqué, notamment pour vos premières parties avec l'Adeptus Mechanicus, vous pouvez ignorer cette règle.
Cependant, si vous êtes un joueur narratif dans l'arme, conservez-la, parce qu'elle est quand même vachement sympa. Et enfin, si vous êtes plus expérimenté que votre adversaire, conservez-la également. Tout simplement parce que ça peut parfois vous mettre des bâtons dans les roues, et donc ça réduira l'écart entre vous et votre adversaire. Deuxième règle importante de l'Aeptus Mechanicus, les dons de l'Omni-Messie. C'est une amélioration aléatoire qui va tomber sur chaque vaisseau de ligne. Alors si vous faites un jet de 6 pour déterminer le commandement de ce vaisseau, vous choisissez le don à la place du tirage aléatoire. Et votre amiral choisit un don pour son vaisseau, en plus du don aléatoire. Donc ce don, c'est une amélioration, il y en a donc 6 possibles, et on va très brièvement les présenter. La première fait que si vous êtes désemparé, vos boucliers, vos tourelles et la puissance de feu de vos armes ne sont réduits que de 25% au lieu de 50%. Bon, c'est sympa, ça permet de durer un peu plus, sauf que si vous êtes désemparé, vous allez quand même avoir envie de désengager pour économiser des points de victoire, plutôt que de rester combattre. La deuxième amélioration, elle vous confère plus 5 cm de vitesse, et vous gagnez un D6 supplémentaire sous ordre en avant-toute, donc vous passez à 5 D6. C'est agréable, comme c'est aléatoire, vous n'allez pas pouvoir constituer un escadron entier qui a ce bonus, et donc qui peut exploiter cette vitesse réellement. Troisième amélioration possible, elle vous permet d'ignorer les malus au commandement, à la vitesse et au nombre de jets de réparation si vous êtes dans un nuage de gaz ou si vous êtes sur un pion impact. C'est sympathique, on apprécie, d'expérience je sais que ça peut parfois changer la donne. La quatrième amélioration fait que votre vaisseau peut prêter jusqu'à 2 de ses tourelles à un autre vaisseau à 15 cm. Alors dit comme ça a pas l'air fou, mais en réalité, ça ajoute beaucoup de souplesse défensive, beaucoup d'adaptation et de polyvalence contre les assauts aériens, donc c'est très très chouette, on a envie de la tirer celle-là. La cinquième, qui va dire que votre puissance de feu est réduite de 25%, au lieu de 50% quand vous êtes sous ordre en avant-toute, virage serré et rétrofusée. À première vue, pareil, on peut se dire, oui, bon, sympa, sans plus. En réalité, quand vous vous retrouvez à faire un ordre de navigation, c'est très souvent au détriment du tir, alors que justement, ça vous aurait arrangé de pouvoir faire les deux. Bon, bah ici, on peut considérer que vous pouvez faire les deux en même temps, donc c'est plutôt chouette, en vrai, c'est très utilisable. Et le dernier, qui est exceptionnel, c'est que vos batteries vont subir un décalage à gauche sur le tableau de canonnage, donc vous allez lancer plus de dés, qu'importe la cible, qu'importe comment elle est placée, qu'importe la distance. Et vos lances ont des 6 explosifs. Autrement dit, chaque fois que vous faites un 6 pour passer le blindage de l'adversaire, et c'est pas une touche, mais 2 touches qui vont être infligées. C'est très souvent le résultat que vous allez choisir si vous faites un 6 au jet de commandement du vaisseau ou sur votre amiral. C'est très souvent celui que vous allez prendre. Chose notable, vous avez un équipage réduit à bord de vos vaisseaux. C'est-à-dire que votre adversaire va pouvoir relancer tous ses abordages et tous ses frappes éclairs. Et attention, ça concerne tous les vaisseaux de votre flotte, y compris ceux qui sont empruntés aux Space Marines dans les escorteurs, par exemple. Vous n'avez également pas accès aux appareils de débarquement ni aux torpilles d'abordage. Bon, pour les torpilles d'abordage, bon, on s'en serait passé quoi qu'il arrive, mais les appareils de débarquement, ça vous fait une arme en moins pour affronter des escorteurs qui pourraient contourner votre flotte. Et à côté de ça, on a tout un tas de petits bonus qui justifient l'augmentation du coup en points des vaisseaux, puisque de série, ils vont tous avoir un D6 supplémentaire au jet de réparation des critiques. C'est pas grand chose, mais une fois au chalet, ça fait des trucs. Ils vont tous avoir une tourelle supplémentaire. Alors attention, c'est que pour les vaisseaux de ligne. Les escorteurs, ça leur coûte 5 points par vaisseau, et il faut que tout l'escadron le prenne. Et enfin, tous vos croiseurs sont équipés d'une lance supplémentaire. Une lance dorsale, donc qui peut tirer avant, gauche, droit, et qui a 60 cm de portée. Attention, ça ne concerne pas les croiseurs légers, seulement les croiseurs standards. Et ça, c'est franchement sympa. Les croiseurs légers, puisqu'on en a parlé, on a toute une slide dessus. Ils peuvent tous, individuellement bien sûr, sacrifier leur virage normalement de 90 degrés pour le réduire à 45 degrés, en échange d'une proue blindée. Donc ils passent d'un blindage frontal de 5+, à un blindage frontal de 6+, ce qui non seulement les rend nettement plus solides, ce qui fait qu'ils sont plus facilement intégrés dans les escadrons de croiseurs réguliers. A noter que l'Endeavour et l'Endurance peuvent remplacer leur torpille de proue par une lance dorsale, donc qui tire également à 270 degrés, avant, gauche, droite, attention seulement à 30 cm, mais ils peuvent faire l'échange gratuit. Donc on va le prendre aussi, c'est très très bon. Autre élément que vous pouvez avoir, c'est les batteries sur vos croiseurs légers et les croiseurs standards. Vous pouvez passer de 30 cm de portée à 45 cm de portée. Et ça va vous coûter 10 points par croiseur. Pareil, franchement, ça donne un peu plus de souplesse sur le jeu, et puis ça permet d'avoiner un peu à distance, et les Eldar vous détestent. Et enfin, les croiseurs, avec une proue blindée, peuvent échanger leur torpille contre un canon Nova pour 20 points,
A noter que le Rétribution, qui est un cuirassé, peut le faire pour 10 points seulement. Alors attention, ça concerne pas les croiseurs légers, hein, seulement les croiseurs standards et le Rétribution. Donc la flotte de l'Adeptus Mechanicus, on est sur des vaisseaux impériaux améliorés. Voilà, on l'a vu, on a une meilleure puissance de feu, on a une meilleure portée, on a un bonus aux tourelles, aux réparations, on a les dons de l'Omnimétie. Mais donc c'est des vaisseaux qui sont plus chers, et qui dit des vaisseaux plus chers, dit moins nombreux dans la flotte. Dit aussi qu'ils vont rapporter plus facilement des points à l'adversaire. Donc chaque perte se fait doublement sentir. Ils ont notamment d'autres défauts, qui est celui d'avoir des relances de commandement qui sont chères. Donc même si vous avez un commandement qui est plutôt élevé, vous allez peut-être manquer un peu de fiabilité au cours de la partie. Et enfin, les abordages, vous vous faites péter le fion. Hein. Donc, de ce qu'on peut en déduire, c'est que c'est une flotte qui a plus de souplesse sur le déploiement que la flotte impériale, grâce à sa portée améliorée. Donc, on peut envisager 2 groupes de combat en bande poisson. Ils vont pouvoir se soutenir mutuellement à distance. Ça reste des châssis impériaux, avec, mis à part la lance dorsale, armement bâbord et tribord qui sont relativement faibles, mais une fois qu'on a une cible de chaque côté, ça fonctionne très bien. Sauf que là, c'est risqué de foncer droit sur l'adversaire, et encore plus si l'adversaire est axé sur les abordages, parce que lui, il va se faire une joie de se mettre au contact. Vous avez des croiseurs légers qui peuvent tenir la ligne, et appuyer les autres croiseurs en formant un escadron et en se cachant derrière eux, puisque vous pouvez augmenter la portée de tir de leur batterie, vous pouvez les équiper d'une lance bonus que à 30 cm, mais quand même, vous pouvez leur mettre un blindage à 6, etc. Ils sont vraiment pas à négliger. Et vous avez des épaves qui rapportent des points de victoire bonus à l'adversaire, puisque c'est chargé de trésors, de connaissances, de savoirs précieux. Fort heureusement, vous pouvez tirer sur vos propres épaves, ce qui n'est pas la norme en temps normal, pour pouvoir essayer de les détruire en relançant des jets sur le tableau de dégâts catastrophiques et provoquer des explosions. En conclusion, pour cette flotte, on est sur un gameplay technique et bâtard. C'est-à-dire qu'on a un potentiel de dégâts qui est élevé, mais qui est difficilement exploitable. C'est compliqué de mettre des cibles des deux côtés. C'est une flotte qui reste rigide dans ses mouvements. On reste sur une flotte impériale. Par contre, on gagne de la souplesse dans les tirs. On a beaucoup de tirs dorsales, on a beaucoup de tirs à longue portée. Mais du coup, vous êtes coincé entre l'envie d'avoiner votre adversaire en permanence et la nécessité de se placer au bon moment, au bon endroit. Donc il va falloir savoir quand tirer et quand se concentrer sur la navigation. À cause de ça, je trouve que c'est un mauvais choix pour débuter. Alors attention, mauvais choix, vous faites bien ce que vous voulez, mais vous savez où vous mettez les pieds. Parce que du coup, on est quand même sur une flotte très narrative, qui sait se défendre, hein, qui fait des trucs, mais qui va demander une bonne lecture de jeu pour prendre les bonnes décisions. Et ces bonnes lectures de jeu, vous les avez pas au début quand vous commencez le jeu. Et ensuite, il y a beaucoup de règles spéciales, il y a beaucoup d'options, il y a des trucs aléatoires, etc., qu'il va falloir mémoriser, que votre adversaire va vous demander 50 fois en cours de la partie, et que si même vous ne les savez pas, ça peut être compliqué, et vous allez vous perdre dans vos options de jeu. C'est davantage une flotte, je trouve, qui récompense les joueurs expérimentés, qui est plutôt à faire donc une fois que les règles sont maîtrisées, donc en deuxième, à partir d'un deuxième projet, on peut le faire en troisième, en quatrième, comme vous voulez, mais vu que ça nécessite, pour être exploité et jouer convenablement, d'avoir une bonne lecture de jeu, c'est quelque chose qui viendra avec le temps. Donc voilà, à mes yeux, pas top pour commencer. L'Inquisition, la marotte de beaucoup de fans de 40K. J'ai un peu joué l'Inquisition dans Battlefield Gothic. Je l'ai jamais affronté. Mais s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'en réalité, c'est pas une vraie flotte. Il y a un problème dans sa conception, voilà, il y a vraiment un problème d'écriture, c'est à considérer comme des alliés, plus qu'une véritable flotte, donc il va falloir la greffer sur une autre flotte impériale. Par contre, ça apporte des événements narratifs très savoureux. Pour l'Inquisition, il y a très peu de profils, essentiellement des vaisseaux pour les chevaliers gris, très spécifiquement. Du coup, comme il n'y en a pas beaucoup, on va pouvoir les étudier un peu. Et on va survoler la flotte vite fait, sans entrer trop dans les détails techniques, parce que l'objectif, c'est pas non plus de vous perdre. L'Inquisition, c'est incarné par un seigneur inquisiteur. Voilà, donc seigneur inquisiteur, il a un commandement de 9, et il a accès à des relances de commandement pas chères, mais peu nombreuses, malheureusement. Le seigneur inquisiteur peut soit accompagner une flotte de l'Imperium, s'il est à bord d'un croiseur inquisitorial ou d'un croiseur Rock Trader, auquel cas il vient avec des tonnes de rock s'il y a des baies de lancement, et il peut équiper son vaisseau d'un Exterminatus gratuitement pour le scénario d'Exterminatus. Sinon, il peut diriger une flotte de l'Inquisition, mais ce qui va surtout nous intéresser, ça va être les Ordo Majoris, puisqu'on va pouvoir lui conférer un certain nombre de bonus très intéressants. L'Ordo Hereticus, pour 25 points supplémentaires. Vous passez commandement 10,
vous avez un bonus de plus 2 à l'abordage, vous avez plus 1 au frappe éclair infligé, moins 1 au frappe éclair subi, comme on l'a vu, c'est un peu comme les Space Marines. Si un vaisseau noir de l'Inquisition dans votre flotte, le fameux Black Ship, est équipé de l'Exterminatus, alors l'Inquisiteur doit être à bord. Et enfin, vous avez des restrictions sur les alliés Rogue Trader. L'Ordo Xenos, 30 points supplémentaires. Ça fixe votre commandement à 10. Vous avez un bonus de plus 2 à l'abordage, seulement contre les vaisseaux Xenos. Mais le vaisseau Xenos a lui aussi moins 1 à l'abordage, donc ça fait un différentiel de 3. Alors ça marche que contre des Xenos, mais par contre ça marche bien. Vous avez également plus 1 au frappe éclair infligé, moins 1 au frappe éclair subi, et ça pas que contre les Xenos, c'est de manière générale. Les holochants et les boucliers d'ombre, donc les dispositifs de protection des Eldar et des Eldar noirs, ne réussissent que sur du 3+, contre les abordages et les frappes éclairs provoqués par le vaisseau de l'Inquisiteur. C'est sympathique, mais c'est un peu anecdotique. Le vaisseau de l'Inquisiteur, lui, va surtout gagner un refit Xénothèque aléatoire. Ou alors pour 5 points, on le choisit. On rentrera dans les détails quand on verra la flotte Rogue Trader juste après. Si vous prenez un Inquisiteur de l'Ordo Xenos, la flotte adverse, si c'est une flotte Xenos, gagne D6 fois 50 points d'escorteur, gratuitement. C'est très aléatoire, bon 50 points, le mec a gagné un petit truc, 300 points, c'est plus la même. 300 points, vous regrettez d'avoir fait ce choix. Mais malgré tout, ça peut être intéressant de prendre l'Ordo Xenos, puisque sous certaines conditions, votre flotte peut se voir adjoindre un vaisseau Eldar, un vaisseau Tau ou un vaisseau Démiurge, ce qui permet de faire des bricolages un peu particuliers au niveau des constructions de flotte, qu'il va falloir justifier narrativement. Mais vu que c'est l'Ordo Xenos, voilà, il a son vaisseau volé à lui, quoi. C'est un orc au fond. L'Ordo Malleus, le mieux servi, on va dire, puisque on est sur un commandement 10, voilà, plus 2 à l'abordage, plus 1 au frappe éclair infligé, moins 1 au frappe éclair subi, vous commencez à comprendre. Le vaisseau de l'Inquisiteur, ou un vaisseau chevalier gris, peut avoir des Terminators. C'est les mêmes que pour la flotte de Space Marine, vous pouvez vous y référer. Tous les vaisseaux chevaliers gris de la flotte peuvent avoir une garde d'honneur. C'est le même fonctionnement que la flotte de Space Marine, encore une fois, vous remontez un peu dans les chapitrages. Le vaisseau de l'Inquisiteur, et tous les vaisseaux chevaliers gris de la flotte, ignorent les malus sur le commandement, et les bonus à l'abordage, des marques du chaos et des vaisseaux démons. Attention, ça permet pas d'ignorer les pouvoirs du chaos. Les pouvoirs du chaos, on détaillera dans la prochaine vidéo avec les flottes du chaos. Mais il n'empêche que c'est vachement bien, parce que notamment un vaisseau démon ou une marque de Slanesh, qui font des auras où ils mettent des malus de commandement, vous les ignorez. Une marque de corne, par exemple, qui va doubler la valeur d'abordage du vaisseau, vous l'ignorez également, etc., etc. Donc, franchement, c'est sympa. Cependant, si la flotte adverse, c'est une flotte du chaos, elle obtient gratuitement une marque du chaos, ou un upgrade de vaisseau démon sur un croiseur spécifiquement. Et ça, c'est 1 si vous avez un inquisiteur de l'Ordo Malleus, mais c'est 1 de plus par vaisseau chevalier gris dans la flotte. Donc attention, votre adversaire peut se régaler aussi, et ça peut donner des batailles vraiment stylées. Et en termes d'alliés et de réserve, notez que cet inquisiteur de l'Ordo Malleus vous permet, sous certaines conditions, de prendre un vaisseau du chaos dans la flotte, ce qui peut être intéressant d'un point de vue construction de liste. Les chevaliers gris. Les chevaliers gris, il n'y a pas grand-chose, donc on va passer un peu dessus quand même. Ils ont accès à une barge de bataille, voilà, qui est une barge de bataille Space Marine, avec en plus un petit bonus qui est qu'ils peuvent relancer les jets d'abordage. Donc on peut se dire, attention, on est sur du vaisseau Space Marine, donc de l'équipage de Space Marine, avec en plus l'Inquisiteur à bord, on va commencer à avoir des sacrés bonus à l'abordage, en plus on peut relancer les jets d'abordage, donc c'est quasiment écrit réussite automatique. Sauf que c'est une barge de bataille, c'est pas évident à mettre au contact une barge de bataille, votre adversaire va pas vous laisser faire. Voilà. Et en plus de ça, c'est un vaisseau qui nécessite 1000 points de vaisseau chevalier gris d'Inquisition. Et on va voir, c'est pas évident à prendre. C'est pas évident à prendre. L'autre entrée que vous avez, c'est le croiseur d'attaque chevalier gris. Croiseur d'attaque chevalier gris, même bonus. Donc on est sur un croiseur Space Marine, mais il peut relancer les jets d'abordage, et il a un des 6 supplémentaires sous ordre avant-toute. Bon alors celui-là, très très cool. Par contre, c'est 1 par tranche de 500 points complète. Donc si vous jouez en 1500 points, vous avez le droit d'en avoir 3. Si vous jouez en 1400 points, c'est que 2. Donc pour récupérer vos 1000 points de barge de bataille, ça va être tendu.
Et en autre vaisseau, vous avez le vaisseau noir, le fameux vaisseau noir de l'Inquisition, celui qui va collecter les Psykers pour aller nourrir le trône d'or. Donc on est sur un cuirassé particulièrement résistant, puisqu'il a 5 boucliers, 5 tourelles. Vraiment, il faut le vouloir pour le tuer, celui-là. Il coûte que 300 points. Il n'a pas de prérequis dans la construction de liste. La plupart des listes vous disent, bon bah là, si tu veux prendre un cuirassé, il te faut 3 croiseurs, etc. Lui, il s'en fout. Et en plus de ça, il est accessible à toutes les flottes de l'Imperium. Donc là, je suis en train de vous dire, oui, 300 points, t'as un cuirassé dans n'importe quelle flotte de l'Imperium, en dehors des restrictions normales. Cependant, c'est une figurine qui, si elle est détruite, vaut 500 points de victoire. 500 points de victoire, c'est une piñata, votre adversaire va probablement essayer de lui casser la figure. J'aurais tendance à vous dire que c'est une figurine de scénario, d'autant plus qu'il a des règles intégrées, de points de renommée pour les campagnes, etc. Mais ça se discute en vrai, ça se discute. Avoir une brique comme ça, pas très chère, ou une deuxième brique du coup, parce que vous avez un autre cuirassé qui lui est fait pour le combat, ça peut valoir la peine. Son armement est pas celui d'un cuirassé, c'est plutôt au niveau d'un croiseur de bataille, mais il peut parfaitement s'intégrer à la flotte et quand même participer aux canonnades de manière tout à fait respectable. Et enfin, le croiseur inquisitorial. Le croiseur inquisitorial, c'est goldé, c'est très résistant, ça a une bonne puissance de feu, c'est polyvalent, ça fait plein de choses, ça a plein de bonus. C'est parfaitement jouable comme vaisseau. Vraiment, allez-y, ça croustille. Donc l'Inquisition, on l'a vu, c'est pas une vraie flotte. Voilà, il n'y a pas de véritable plan de jeu. En réalité, on ajoute des options de jeu aux flottes de l'Imperium, mais des options surtout narratives, qui peuvent s'intégrer d'un point de vue stratégique, mais vraiment très très cool. Et à mes yeux, c'est un choix discutable pour débuter. Dans le sens où on a une construction de liste qui est très complexe. Vous allez franchement, très probablement avoir besoin d'aide pour la construire. Il y a beaucoup de petites règles en plus qui vont s'adapter, et surtout s'il y a à choisir aux côtés d'une autre flotte de l'Imperium. Donc vous allez devoir apprendre à jouer 2 flottes en même temps. Ça peut être un peu compliqué. Donc, ça mis à part, on reste sur des vaisseaux très proches de ce que propose le Space Marine ou la flotte impériale. Donc la prise en main reste facile, vous jouez avec les règles, vous faites pas n'importe quoi, ça se passe bien. Et enfin, dernière flotte catégorisée dans l'Imperium, dernière flotte pour cette vidéo, les Rock Traders. Alors les Rock Traders, ça doit être la seconde marotte préférée des joueurs après l'Inquisition, dans Warhammer 40 000. C'est une flotte que j'ai à peine essayée, donc ce que je vais vous dire dessus, ce n'est que mon interprétation. En fait, je dis une flotte, c'est 3 flottes. C'est 3 flottes, puisqu'elles sont très hétéroclites dans ce qu'elles peuvent apporter, en termes de choix de vaisseaux, en termes de construction de liste, en termes de manière de jouer. Vous avez d'une part la flotte des convoyeurs, voilà, qui font du transport au nom de l'Imperium, c'est des marchands. Il y a des vaisseaux de transport, c'est lourd, c'est lent, ça a plein de règles spéciales défensives. Il y a les explorateurs, qui eux sont un peu plus génériques, on va dire, avec une paire de vaisseaux de combat. Et il y a des pirates qui, eux, sont les rebuts de l'humanité, qui refusent la lumière de l'Imperium, ils préfèrent vivre dans leur coin, dans la crasse et dans la misère. Ce qui va caractériser vos flottes, c'est que vos vaisseaux sont modifiés, et vous avez des équipages vétérans, mais on va revenir dessus. Cependant, comme vous n'êtes pas une flotte militaire alimentée par la chaîne de production et par la logistique impériale, vous avez un accès limité aux armements de pointe et à l'aviation. Première règle spéciale des Rock Traders, c'est un peu comme l'Eptus Mechanicus, c'est-à-dire qu'on va avoir les sous-intrigues, qui sont des objectifs secondaires aléatoires, qui fonctionnent avec un système de gain de renommée pour les campagnes, qui peuvent apporter des bonus ou des malus à vos vaisseaux, et qui, tel que c'est écrit, il faut les utiliser quand même en partie occasionnelle. Bien entendu, c'est plus intéressant à jouer si vous utilisez des objectifs secondaires que si vous les utilisez pas. Mon avis sur la question, c'est vous pouvez les ignorer seulement si votre adversaire est d'accord. Mais, pour plus de narration, jouez avec, parce que c'est quand même un peu stylé, et surtout si vous êtes plus expérimenté que votre adversaire, les conserver, ça peut réduire l'écart entre vous. Les Rock Traders ont des équipages vétérans, avec des compétences aléatoires. Ces compétences, elles sont disponibles dans la section campagne du livre de règles. C'est une amélioration qui est disponible sur tous les vaisseaux de ligne et sur tous les escadrons d'escorteurs, mais si vous la prenez, ça augmente le coût en points des vaisseaux ou de l'escadron de 10%. Attention, c'est pas une valeur flat, c'est pas 10 points, c'est 10%. C'est la seule occurrence qu'il y a, ce qui fait que vous pouvez retrouver des listes à 1491 points, par exemple. C'est très étrange, mais bon, c'est comme ça. Si la compétence d'équipage est payée, alors, pour plus 15 points par vaisseau de ligne, plus 5 points par escorteur dans un escadron escorteur, auquel cas tous les vaisseaux doivent payer le plus 5 points, on dispose d'un refit Xenotech
aléatoires. Et refit Xénotech, qu'on a déjà abordé pour l'Ordo Xénos, pour l'Inquisition, à noter que pour plus 5 points par vaisseau, donc pour chaque vaisseau en cas d'escadron, d'escorteur, ou 5 points pour un vaisseau unique de ligne, on peut choisir le refit en question. Et ce refit, vous avez 6 options. Donc soit vous jetez un dé et vous l'avez au hasard, chose qu'on va rarement faire pour 5 points, parce que on va le voir, il y en a 3 qui sont très très bons, donc on veut payer pour choisir. Le premier, c'est plus 1 de commandement. Plus 1 de commandement, c'est bien, on valide, on accepte, c'est plutôt cool. Le deuxième, c'est des batteries améliorées sur le tableau de canonnage. C'est-à-dire que, là c'est très spécifique, vous allez toujours compter votre cible comme étant de face, à partir du moment où elle est en dessous des 30 cm. Et si elle est au-delà des 30 cm, à la place, on va simplement, entre guillemets, ignorer le décalage à droite à cause de la distance. Donc c'est très très intéressant. La troisième option, vous gagnez un bouclier. Alors ça on va le voir aussi, ça permet de faire des dingueries, c'est assez exceptionnel dans certaines conditions. Vous avez une autre option, vous gagnez plus une tourelle. Bon, c'est très cher payé pour une tourelle, surtout comparé au reste, donc ça on ne prendra absolument jamais. Votre cinquième option, c'est plus 5 cm de mouvement sur le vaisseau, et un des 6 cm supplémentaires sous l'ordre spécial en avant-toute, un peu comme l'Aeptus Mechanicus. C'est ok tiers, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est le dernier. L'angle de virage de votre vaisseau est doublé. Vous passez d'un vaisseau qui est mou du genou, qui tourne à 45 degrés, d'un coup il tourne à 90 degrés. Ah, c'est plus la même. Là, votre adversaire va falloir qu'il gère ce truc. Et puis si vous le mettez sur un vaisseau qui de base tourne à 90 degrés, le vaisseau fait des demi-tours. D'accord ? Il fait des demi-tours, il en a rien à foutre. Donc, ça permet de faire des trucs très rigolos. Autre spécificité des Rock Traders, vous avez beaucoup de transporteurs spécifiques. Là, c'est des variantes qui détournent du transporteur de base, vous avez des transporteurs lourds, vous avez des transporteurs de fuel, vous avez des vaisseaux de réparation, vous avez des... Bref, il y a plein de trucs. Selon les flottes, selon les scénarios, ça peut être obligatoire, ou pas. Voilà, donc ce sera étudié à chaque fois. Vous avez également accès à pas mal de vaisseaux Xénos exclusifs, qui n'apparaissent nulle part ailleurs. Voilà, vous y avez droit. Il y a le cuirassé Fraal, qui est un véritable vaisseau de combat, mais par contre, qui, si ça commence à puer du cul, va se barrer et vous laisser en plan. Il y a le vaisseau Xénos. Alors, je sais que le nom est vraiment pas terrible, mais c'est sa traduction littérale. C'est un escorteur avec 2 batteries, une lance, voilà, tout con, qui coûte 50 points, ce qui n'est pas donné, sauf que gratuitement, il intègre un refit Xénotech au choix. Donc là on regarde tout de suite, il y a l'option où il tourne à 180 degrés, c'est rigolo, mais surtout l'option où il gagne un bouclier. Et là vous vous retrouvez avec des escorteurs avec 2 boucliers chacun. Ce qui veut dire que si votre adversaire veut entièrement balayer votre escadron d'escorteurs, mettons que vous en ayez 6, ça fait 6 points de vie et 12 boucliers à tomber, d'accord ? Je vous remets ça là, bon courage pour dégager ça. Et la troisième option, que je trouve aussi très sympa, mais que j'ai jamais vu en jeu, c'est la caravane Stririx. Donc vous avez une photo d'une conversion, là, pour représenter une caravane Stririx. Ça se comporte un peu comme un Rock Orc, donc un déplacement un peu aléatoire, mais ça tape fort et c'est pas très cher en points, donc c'est intéressant. Et autre point intéressant, c'est que vous avez accès à de nombreuses flottes en alliés, que ce soit des flottes humaines ou des flottes non humaines. Donc, les 3 flottes Rock Trader que j'ai un peu abordées tout à l'heure, ce qui va les différencier, c'est donc la première, la flotte Rock Trader standard, on va dire, c'est 2 amiraux qui vont s'associer. Voilà, donc vous avez 2 amiraux avec les relances, etc., le bonus de commandement. Et vous avez accès à des vaisseaux alliés Démurge ou Krout, sous certaines conditions. La flotte Rock Trader d'exploration, elle, intègre directement les vaisseaux Démurge et les vaisseaux Krout à sa liste. Et elle peut prendre un croiseur, ou un cuirassé sous certaines conditions, de n'importe quelle autre flotte du jeu, sauf Necron, Orc ou Tyrannide. Vraiment des gens avec qui on n'a pas envie de travailler, même quand on est un Rock Trader. Et enfin, la flotte Rock Trader pirate, qui va me faire contredire ce que je viens de dire, c'est une flotte qui a un mauvais commandement, vous avez la discipline d'un Orc, voilà, faut le savoir. C'est une flotte qui joue beaucoup sur plein de petits vaisseaux, on est vraiment sur une flotte d'escorteurs. Elle peut d'ailleurs prendre des escorteurs Eldar et des escorteurs Orc en son sein, et elle a un accès exclusif au cuirassé Fraal. Les Rock Traders, c'est la même chose pour les 3 globalement. On est sur une flotte qui est très flexible à petit format. Vous avez beaucoup de petits vaisseaux, pas très chers et pas très efficaces. Ce qui fait que c'est beaucoup plus complexe dans les grands engagements. Ça va orienter votre gameplay sur de la guérilla, où il va falloir exploiter les décors pour tenter des embuscades avec tous vos escorteurs.
Jouer de manière retors, c'est essayer de prendre au piège votre adversaire et d'attaquer des cibles isolées. Donc on l'a vu, vos escorteurs en soi sont pas terribles. Vos vaisseaux de ligne, eux, sont cher payés et peu nombreux. Et vous avez un accès restreint aux lances et aux avions, ce qui peut être gênant contre certains adversaires. Je trouve à titre perso que c'est un choix discutable pour un débutant, dans le sens où la construction de liste est difficile, et qu'il y a beaucoup de règles à retenir. Cependant, c'est quand même très narratif, on peut s'associer à de nombreuses flottes, donc d'un point de vue modélisme et tout, c'est très très chouette. Et fondamentalement, ça ne change pas les règles du jeu, ça ne fait que rajouter une surcouche de règles, mais du coup, vous savez où vous mettez les pieds avec leur gameplay et leurs restrictions. Dernière slide, on arrive donc à la fin de cette première vidéo, fin de la partie 1. Donc on a vu les flottes de l'Imperium. Je vous invite bien entendu dans les commentaires à compléter l'avis que j'ai donné sur ces flottes et l'analyse que j'en ai donnée. En plus des commentaires, je vous invite à laisser un like et un abonnement si ça vous a plu, à la partager bien entendu, et également à rejoindre le Discord, vous verrez le lien est dans les commentaires. Autre lien que vous trouvez dans les commentaires, il y a celui de la chaîne Twitch, puisque maintenant je fais du stream sur Twitch 3 fois par semaine, notamment si vous voyez cette vidéo le jour de la sortie, sachez qu'à partir de 18h je suis en live. Et il y aura aussi un lien vers le Tipeee, puisque maintenant j'ai un Tipeee pour la chaîne, si vous avez apprécié mon travail jusque-là sur toute cette année écoulée. N'hésitez pas à lâcher un petit don, ça me fait très plaisir, et en plus, ça m'aide à payer les factures. La prochaine vidéo concernera les flottes du chaos, ainsi que les orques et l'Empire Tau. Et je me permets de vous remettre un lien également vers l'événement Abordage et Canonnade, le 2 et 3 mai 2026 à Souternon dans la Loire. Ça va être vachement bien, il y a plus d'infos sur le Discord, bien évidemment. Sur ce, moi je vous fais des bisous, et à vendredi prochain. Tchuss!